Tech Academy. On est évidemment ravis de vous accueillir ici sur cet espace où on est là pour faire le lien entre la première monte et l'après-vente. C'est très important que ces deux mondes se parlent. Ce qu'on a pu voir juste avant pour ceux qui ont assisté à la conférence sur la coopération amont-aval, c'est que c'est important que ces deux mondes avancent en même temps et développent de concert des produits qui soient plus abordables et avec une économie circulaire. Il n'y a pas beaucoup de rapport avec ce qui va suivre derrière, mais c'était juste pour vous dire à quel point on adresse beaucoup de thématiques. Là, aujourd'hui, on est là pour parler de l'impact des ADAS sur les aides à la conduite, donc sur la carrosserie. En fait, on a choisi de couper en deux le vitrage d'une part et la carrosserie d'autre part, parce que les réparateurs ne font pas forcément les deux. En revanche, ce qui est vrai que le dénominateur commun, ce sont les aides à la conduite. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un expert, et attention, c'est Monsieur Voiture Autonome chez Valeo, Benazouz Bradaï. Applaudissez-le, parce que c'est pas souvent qu'il vient quand même. Bon, mais dans un instant, il va nous parler des capteurs. Je vous présente les autres intervenants. On a également Abla Steinmetz qui représente OP Mobility. Alors, je vous laisse, Abla, nous dire votre fonction exacte pour pas que je me trompe. Parce que vous m'avez envoyé un mail hier en me disant « Bon, il y a une erreur sur le programme ». Je vous laisse me dire la vraie fonction. Alors, je l'ai fait en français. Bonjour à tous. Commerce et stratégie produit. Ok, bah c'est assez facile à comprendre, c'est parfait. Alors, on a également des intervenants donc côté après-vente pour Ella Gutmann, donc Gilles Hernandez, directeur commercial France, Europe, c'est mieux, directeur commercial Europe. Je ne sais pas si vous voyez quand même le niveau de représentativité. Nous avons également Jean-Christophe Canavezio, vous êtes directeur général chez Digital Car. Digital Car qui intervient donc pour le recalibrage des ADAS en sous-traitance chez les professionnels. Voilà. Et Julien Mazan qui représente Mobipolis, c'est l'ex-GNFA, donc c'est le monde de la formation. Voilà, c'est ça, tout à fait. À destination des professionnels, effectivement, en grande majorité. Ouais. Alors, ce qui est très important en fait dans cette conférence, ce que l'on veut, c'est expliquer que les ADAS sont présents partout. Ils sont présents dans la carrosserie, ils sont présents derrière le pare-brise. Ils font tout le tour de la voiture aujourd'hui, donc ce qui veut dire que pour le réparateur, en fait, la moindre opération, la plus petite opération pour redresser une aile ou remplacer un pare-choc, il faut faire très attention. Je parle sous le contrôle de Gilles Hernandez, mais il faut faire gaffe parce que la responsabilité du réparateur pourrait être éventuellement engagée. Alors, ce qu'on vous propose, dans un premier temps, on va parler de capteurs avec l'expert de Valeo. Benazouz va nous apporter sa connaissance. Et je précise qu'il y aura une partie bonus. C'est un peu comme quand on a payé un abonnement premium, vous voyez, il y aura une partie après qui concernera plus le véhicule autonome, parce que justement, c'est l'expert. Et c'est intéressant, après avoir abordé la question des capteurs, dans un premier temps, d'expliquer ce qui va se passer après au niveau réglementaire et où se situent les différents acteurs. Alors, j'ai préparé quelques slides pour vous, Benazouz, parce que c'est important d'expliquer ce qu'on a aujourd'hui. Alors, ils vont apparaître et j'ai une petite zappette qui va permettre de faire défiler les images dès qu'on les a. Voilà. Alors, il y a marqué Valeo, hein, je ne me suis pas trompé quand j'ai fait la recherche sur Google Images. Ça va? On est OK. Alors, on va vous prêter un micro. Vous en avez un. Eh bien, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à. Alors, aujourd'hui, quand on parle de capteur ADAS, il y a différentes choses. Qu'est-ce qu'on voit ici sur ces images? Alors, je vais peut-être me mettre là pour voir. Alors, en fait, il y a plusieurs capteurs chez Valeo. Je vais quand même commencer par une introduction de ce qu'on fait rapidement et après, je vais passer en revue les capteurs que vous voyez là qui font partie de la panoplie complète de capteurs qu'on a chez Valeo. Déjà, Valeo aujourd'hui, c'est un leader mondial des aides à la conduite. En fait, avec un véhicule sur trois, nouveau véhicule sur trois au monde. Dans le monde. Dans le monde, Vous vous qui rendez vient compte, avec dans le monde. une aide à la conduite Valeo, qui contient un ou plusieurs capteurs. Donc ça, c'est important. L'expérience de Valeo sur les ADAS et les aides à la conduite, ça dépasse les 30 ans. Ça a commencé avec les tout premiers bip-bip sur la BMW série 7 en 90. Donc, c'était une option, mais ça s'est démocratisé après. Aujourd'hui, on voit que la plupart des véhicules sont équipés avec des ultrasons. Même Moi, les je me rappelle des pubs véhicules Volkswagen à l'époque, quand la voiture se garait toute seule aussi. Exactement, c'est ça. Et c'est le capteur qu'on voit en bas à droite, c'est les ultrasons. Aujourd'hui, Valeo a livré
Écoutez tenez-vous bien, parce bien, que les chiffres sont quand même impressionnants. a Écoutez bien. livré plus de 2 milliards de capteurs ADAS en 30 ans. Et comme je l'ai dit avant, on a commencé par le capteur en bas à droite. Au début, c'était l'aide au stationnement, donc bip bip. On a étendu la gamme de capteurs pour avoir plusieurs capteurs. On a la caméra frontale qui vient derrière le pare-brise, c'est celle en haut à gauche. Ça, c'est une image de ce que la caméra frontale peut détecter, hein, de les marquages, les feux tricolores, enfin les panneaux, etc. On a des radars, plusieurs types de radars, donc le radar frontal, 4 radars dans les coins du véhicule. On a aussi ce qu'on appelle le HD radar. Et je pense que vous avez oublié un capteur très important chez Valeo. Et on était le premier à le produire Le en lidar, série, le LIDAR. mais j'ai pas oublié. Ah, voilà, vous avez, vous avez tout prévu. C'était Non. un test, hein, vous voyez, enfin, le stress test pour l'animateur, du genre. Non, même Vous pas. avez réussi. Donc, le Valeo est le premier à avoir produit ce capteur en automobile, c'est en grande série, en 2017. Ce capteur équipe notamment les Mercedes classe S et EQS, etc., qui Niveau ont 3. le niveau 3 d'automatisation. On y reviendra en fin de session. Donc voilà, donc leader mondial, un tiers des véhicules équipés déjà avec des aides à la conduite Valeo et plusieurs capteurs qui sont là par hasard. Il y a plusieurs utilisations qu'on va détailler juste après. Tout à fait. Et quand même un petit mot, parce que vos capteurs, ils se nettoient tout seuls. Voilà, donc je pense que vous avez anticipé, cette fois c'est vous qui avez anticipé la question. Moi, j'anticipe toujours, moi. Ah ouais. Donc là, en fait, les capteurs, pour qu'ils fonctionnent correctement, doivent être bien calibrés. Ça, on y revient dans la table ronde. Mais aussi, ils doivent être propres. Donc, on a développé pas mal de solutions de nettoyage, hein, pas seulement des lidars. Il y a des caméras carrosserie qui sont utilisées pour le parking initialement, qui étaient utilisées pour le parking initialement et qui sont maintenant utilisées pour des niveaux 3, hein, pour tout ce qui est conduite. Ces capteurs-là aussi, c'est-à-dire ces caméras périphériques, sont nettoyés, mais avec des solutions un peu plus avancées que le gicleur ou avec l'air. C'est un brevet de Valeo sur une caméra, c'est une lentille tournante qui tourne à, je pense, à 2000 tours par seconde pour nettoyer la caméra. Donc, il y en a 4 autour du véhicule pour le parking et la conduite. Alors, ce qui m'a étonné, Benazous, c'est que quand on s'est parlé avant cette conférence, je m'avais dit, ce qui va se démocratiser, c'est la caméra thermique, la vision infrarouge, donc. Alors, pour l'instant, j'ai pris l'exemple de la série 7 avec le bip bip. Ça, la première fois qu'on a mis en place ces capteurs ultrasons, c'était une option sur les BMW série 7 en disant, OK, j'ai le bip bip, je recule, il y a le capteur qui m'avertit, etc. Et on voit de la même façon les prochains capteurs ou les futures évolutions. Les caméras thermiques, hein, c'est des caméras. Enfin, déjà, Valeo, c'est le premier à avoir adapté la caméra thermique pour le monde automobile. Donc, on est les premiers aussi à être en série. On a toujours été. On va continuer sur ça, j'espère. Et ce capteur nous permettra d'avoir une extension du domaine d'opération des véhicules autonomes pour des cas d'usage comme par exemple les vulnérables et les animaux, la nuit, dans l'obscurité où la caméra frontale où les autres caméras ne peuvent pas voir quand il n'y a pas de lumière, par exemple. Très bien, bah merci Benazous, vous pouvez vous rasseoir. Qu'est-ce que ça vous inspire, les autres autour de la table des milliards, des millions, c'est quand même... on va lui prêter un micro quand même, voilà. Alors, oui, Ella Gutmann, donc je suis très content d'être à côté de nos collègues de chez Valeo. Nous, on fait les 2 tiers des autres véhicules qui ne sont pas équipés de capteurs Valeo, donc merci. Non, blague à part, Ella est un des autres acteurs du capteur ADAS. Je ne voulais pas provoquer d'opposition. Avec la technologie. Mais effectivement, les mots-clés sont déjà tombés. Pour que les capteurs fonctionnent bien, il y a toute une chaîne derrière. Parce que le capteur, il est juste là pour capter un environnement. Mais c'est de l'information qui a besoin d'être traitée. C'est de l'action au niveau du véhicule qui a besoin d'être bien faite. Et c'est surtout des capteurs qui ont besoin d'être bien installés, bien mis en place et bien maintenus en état de fonctionnement dans le véhicule, que ce soit de la saleté, que ce soit des obstructions de courte durée ou que ce soit des opérations de réparation et de maintenance du véhicule. Merci. Un petit mot, allez-y, Abla, si vous voulez.
La performance des véhicules autonomes dépend de la performance des capteurs que l'on peut intégrer sur un véhicule, de l'intelligence que l'on peut mettre derrière pour pouvoir traiter les données, les nuages de points et pour pouvoir faire le système de fusion, mais dépend également de la qualité d'intégration dans les panneaux de carrosserie, derrière les pare-brises, on en parlait tout à l'heure, et dans d'autres pièces à venir, puisqu'on tend à vouloir développer des véhicules de niveau 3, 4 et 5. Et donc, pour les véhicules autonomes de niveau 5, c'est un autre système qui va probablement venir être proposé. Absolument, on va détailler ça dans un instant avec vous. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que les ADAS, c'est quand même très répandu. Ça fait même des dizaines d'années que ça existe, hein. C'est très répandu depuis effectivement une quinzaine d'années pour les premières caméras de pare-brise. La problématique, comme l'évoque le thème de la conférence, c'est qu'il va falloir adapter les méthodes de réparation de tout ce qui est aftermarket. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a quand même de graves lacunes. On parle de caméras de pare-brise et c'est le réflexe de tout le monde ici. Mais les radars anti-collision se trouvent principalement dans les faces avant, ils freinent. Et cela aussi, il faut les calibrer. Et je pense que la problématique est tout entière. Exactement, et effectivement, la réparabilité, les conséquences, la responsabilité également de ceux qui interviennent, hein, c'est effectivement le fil rouge en fait de ces conférences de la Tech Academy cette semaine ici Porte de Versailles. Julien, un petit mot? Et oui, tout à fait. Alors moi, je vais me positionner sur l'aspect effectivement réparabilité et repositionnement où voilà, le but, nous, c'est qu'ils sachent appliquer les méthodes justement de recalibration et non pas se dire je remonte un élément tel que j'ai pu le démonter et puis voilà, laisser le véhicule repartir comme ça dessus, quoi. Et là, le problème, c'est qu'il peut se passer des choses très graves en fait. Ah bah oui, parce que dès qu'on va décaler un angle, forcément, on va pas forcément viser au bon endroit. Alors ça va dépendre des générations évidemment aussi de capteurs, mais effectivement, on va pouvoir se retrouver, pourquoi pas, avec un véhicule qui pense qu'il y a un obstacle alors qu'il n'y en a pas, quoi. Alors là, on a vu les capteurs, d'accord? Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces capteurs, ils sont intégrés dans des panneaux de carrosserie et on va voir ça en détail à présent avec vous à Blas Steinmetz. Alors, on va charger les slides OP Mobility et vous allez nous expliquer parce que c'est vraiment une science. Alors, je me permets. Hop là, un Et petit j'ai pas peu. voulu faire compliqué, hein, je Non, me non. suis arrêtée. J'ai pas mis d'équation. Voilà, ça marche. Donc, on va commencer par. Alors, OP Mobility est un équipementier de rang 1. Je n'ai pas copié, mais un véhicule sur 3 est équipé de produits OP Mobility dans le monde. C'est l'école des fans, ils ont tous gagné. Non, non. Alors, on fabrique principalement des pièces extérieures de carrosserie, donc des pare-chocs avant, pare-chocs arrière, mais également des ouvrants, des réservoirs à carburant, des réservoirs d'hydrogène, des batteries packs, des modules et des systèmes d'éclairage également. Donc, si on va sur la slide d'après, une petite introduction, mais Benazouz a très très bien introduit le sujet, hein. Les ADAS sont poussés par la réglementation qui veut qu'on augmente la sécurité des passagers, la sécurité des piétons et la vie des passagers. Et donc, des associations réglementaires poussent à ce qu'on utilise de plus en plus d'ADAS. Dans les ADAS, il y a différents types de capteurs. Il y a les radars, il y a des caméras, il y a des lidars et des capteurs ultrasons. En fait, ils sont très complémentaires puisqu'en fait, la fusion de l'ensemble des données de chacun des radars permet de voir à 360 degrés, plus ou moins, autour du véhicule et c'est ce qui fait le véhicule autonome. Juste à titre d'exemple, le véhicule Lucid Air comporte 32 capteurs. Dans les 32 capteurs, la moitié sont des caméras. Il y a 5 radars, un radar ce qu'on appelle long range et 4 radars short range, des capteurs ultrasons et je pense que c'est tout pour ce qui est l'ensemble des capteurs. Et on voit bien que ces systèmes-là doivent être intégrés dans un véhicule et donc la performance des systèmes autonomes, la performance des capteurs tient à la performance des radars, mais également à l'intégration sur le véhicule. C'est un système, comme vous l'avez dit, c'est un système qui permet de voir, c'est un système qui permet, c'était la slide juste d'avant, qui permet de voir, qui permet de transformer la data en objet. Est-ce que ce sont des passagers? Est-ce que c'est un objet solide? Derrière, l'intelligence du véhicule permet de traiter les données et de réagir en conséquence pour dire il faut accélérer, il faut freiner, il faut faire quelque chose. Et en fonction de ce que les capteurs voient, en fonction de la donnée qui est transmise à l'intelligence, le véhicule peut réagir bien ou mal en fonction des conditions météorologiques et en fonction de son intégration. C'était une petite introduction sur les capteurs. Il existe donc différents types de capteurs. La résolution de chacun des capteurs
la façon d'intégration est différente d'un capteur à un autre. Donc, pour pouvoir avoir une bonne visibilité, le véhicule doit être équipé de caméras qui ont une très bonne résolution, qui sont très sensibles aux conditions météorologiques, qui sont poussées par la réglementation. Il faut à minima une caméra pour pouvoir être Euro NCAP et qui sont plutôt faciles à intégrer. Les radars ont une mauvaise résolution, ont une très bonne robustesse d'un point de vue visibilité dans les différentes conditions météorologiques. Au niveau de réglementaire, alors c'est 3 radars, mais ça dépend, en fait, 3 c'est extrapolé. Et l'intégration est difficile, on va dire. L'intégration est difficile parce que le radar, la peau qu'il y a devant le radar interagit sur la performance du capteur. Oui, alors ça, on va y revenir tout à l'heure plus en détail, mais Un lidar qui, lui, a plutôt une très bonne résolution, qui est sensible aux conditions météo, qui est relativement cher, qui est obligatoire pour le niveau 3 et qui est complexe en termes d'intégration. Et enfin, les capteurs ultrasons qui ont plutôt une résolution qui est relativement faible, qui sont relativement bon marché et qui sont plutôt faciles à intégrer pour faire un petit peu un panorama de l'ensemble des capteurs. Chaque capteur a un rôle très spécifique. Il y a de la redondance entre les différents capteurs et l'analyse de la data permet d'avoir une bonne visibilité qui est retransmise à l'intelligence du véhicule. très bien. Et là, ce qu'on voit, c'est donc justement la conséquence des couleurs. Alors, ce que l'on voit, c'est que les radars, en règle générale, sont assemblés derrière la peau de pare-choc. Un pare-choc est une matière plastique qui est injectée et qui est peinte. La peinture est différentes couches de peinture parce que le plastique est difficile à peindre. Il nous faut un primaire, il nous faut une base qui va donner la couleur du pare-choc et il nous faut un vernis. Et pour que le radar puisse voir convenablement, il faut qu'on respecte le cahier des charges qui est donné par le radariste et qui est de dire que la réflexion doit être inférieure à moins 15 dB et l'atténuation doit être inférieure à moins 3 dB. Or, les différentes couches de peinture impactent fortement ce cahier des charges. Donc, le travail d'un équipementier, des équipementiers radaristes ou des équipementiers qui intègrent les radars, est de venir regarder, qualifier la transparence du matériau, d'accord, pour s'assurer que le signal qui est transmis par le radar et qui est réceptionné est une bonne qualité de signal. Donc, vous échangez vraiment en profondeur avec les fournisseurs de capteurs. Donc. Exactement. On échange avec les radaristes, on échange avec les constructeurs et ensemble, on arrive à déterminer, à optimiser l'intégration du radar et avoir des véhicules qui sont plutôt, en termes de sécurité, qui sont plutôt très bien positionnés. Est-ce que vous aviez conscience autour de la table de l'importance de l'épaisseur, des couleurs? Enfin, ça a l'air de rien, mais c'est ce qui fait la différence quand même. Alors, pas aussi précisément techniquement. Moi, je me doutais qu'il y en avait, évidemment, mais c'est vrai que des épaisseurs, des peintures, etc., j'aurais pas situé aussi précisément. Alors, c'est bien évident qu'en fait, ça va impacter également la partie réparation et aftermarket, puisque les réparateurs aujourd'hui se retrouvent confrontés à une dépose d'un pare-choc, à le repeindre, que le fait de mettre une couche, 2 couches, d'en rajouter, ils ne s'aperçoivent pas forcément que le radar qui est derrière ne va pas fonctionner. C'est là qu'intervient aussi la logique de calibrage, puisque si le défaut de calibrage intervient alors que le radar est bien disposé et qu'il n'y a pas eu de choc sur le radar, ça veut dire qu'il y a eu forcément un défaut sur la partie peinture ou remontage et qui va donc impacter les carrossiers au quotidien. Et Gilles, qu'est-ce que ça vous inspire? Je peux juste venir compléter ce message. Et effectivement, et là, ce qui va être intéressant, c'est au moment de la réparation que le réparateur se rende compte des impacts potentiels de ses actions sur un fonctionnement final. Et de faire un lien après coup avec un calibrage qui ne fonctionne pas, à revenir 2 jours en arrière, en se dire « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai mis des agrafes pour réparer le pare-choc avant d'y remettre de l'enduit, avant de le reponcer, avant de le repeindre. Est-ce que c'est encore présent dans sa tête? Pas forcément, puisque ce n'est pas forcément sa tête à lui, puisque c'est un autre collaborateur qui a réparé le pare-choc. Donc en gros, ce qui est important, c'est vraiment être conscient de toute cette chaîne de réparation et de se dire les actions ne sont pas déconnectées l'une de l'autre. Et c'est un processus complet.
On est confronté, nous, au quotidien, à effectivement des réparateurs qui, dans les premiers temps, notamment si vous prenez l'exemple des radars Volkswagen, situés derrière les logos ou derrière lesquels lesquels un radar est positionné sont en général vernis. On en a vu revernir le logo. Donc vous voyez à quel point c'est important de faire passer le message, y compris au niveau des réparateurs, et de les former. D'où l'intervention. Et de mettre la bonne pièce aussi, parce qu'effectivement, il y a des logos aussi qui sont opaques parce qu'il y avait des véhicules qui étaient sans radar et ils remettaient un logo opaque devant un radar. Ouais. Alors, un petit mot avec vous, Benazouz. La redondance, c'est quand même très important pour s'assurer que le véhicule détecte bien ce qui se passe autour de lui, hein. Oui, c'est bien ça. Alors, et peut-être il faut expliquer c'est quoi la redondance, c'est quoi la complémentarité, parce qu'il y a deux choses différentes qui sont utilisées dans la fusion de données et qui sont importantes. La première, c'est la redondance, c'est le fait d'avoir des capteurs de même type, hein, caméra ou radar, etc., ou de types différents qui vont surveiller une certaine zone commune autour du véhicule. Dans le cas, par exemple, de la caméra et du radar, euh, la redondance permet, par exemple, au radar de prendre le relais si la caméra a un problème, par exemple, de soleil rasant, etc. Et inversement, le radar a des problèmes, comme vous l'avez déjà expliqué, mais il a des problèmes aussi sur tout ce qui est obstacles statiques, comme les ponts, les plaques d'égout, etc. Là, la caméra, elle peut gérer des situations comme ça. La caméra a aussi l'avantage d'avoir la richesse de l'information qui permet de reconnaître des panneaux, des piétons, des vulnérables, des feux tricolores, etc., ce qui n'est pas possible avec le radar ou le lidar, et ainsi de suite. Ça, c'est l'aspect redondance. Et c'est important parce que ça permet d'assurer la sécurité fonctionnelle. C'est-à-dire on a toujours un capteur qui va nous permettre d'avoir une perception et une prise de décision. La complémentarité, c'est plutôt en fait exploiter les forces de chaque capteur pour pallier aux limites des autres capteurs. On prend le lidar. Le lidar, ça permet de faire une cartographie 3D précise de l'environnement. C'est un des rares capteurs, enfin, des seuls capteurs qui détectent des objets, par exemple des petits objets, des débris, de ce qu'on appelle lost cargo dans la réglementation, on y revient après, des objets à grande vitesse, par exemple sur autoroute, la nuit, la caméra ne va pas voir ce petit objet, mais le lidar va permettre de voir cet objet et de gérer la situation en conséquence. Donc cette complémentarité est importante, et dans la fusion de ces capteurs, ça permet d'avoir une information de perception plus robuste parce qu'on va aller exploiter les forces de chaque capteur dans le système global. Je fais le lien avec la table ronde qu'on a eue ce matin sur le vitrage où on a expliqué que lorsqu'il y a une caméra derrière le pare-brise, il est très important d'avoir la référence exacte parce qu'il y a des fils de désembuage et il faut que la caméra puisse voir par tous les temps. Et pareil pour l'affichage tête haute. Et donc là, à Blasteinmetz, pour naturellement ces panneaux de carrosserie, il faut aussi vraiment respecter toutes les caractéristiques d'origine. C'est très important pour l'efficience du système. Tout à fait, c'est important pour les caméras, c'est important aussi pour les autres capteurs, les lidars, mais également les radars. Les radars sont très sensibles aux couleurs de la base, de la peinture. Entre un véhicule qui est noir, entre un pare-choc qui est noir et un pare-choc qui est gris métallisé, le radar, l'onde électromagnétique ne se comporte pas du tout de la même façon. Et nous, en tant qu'équipementiers, radaristes, mais aussi équipementiers intégrateurs, on se doit de définir l'épaisseur optimale de la pièce de manière à ce que le radar puisse voir avec différentes couleurs. Et en général, quand on développe un véhicule, le constructeur considère entre 5 à 8 couleurs différentes, dont des peintures métallisées. Ce qui veut dire qu'il nous faut trouver le meilleur compromis de manière à ce que le radar puisse voir au travers de la pièce. Et d'ailleurs, on s'en rend compte quand il neige et quand on a sa voiture. En règle générale, on a des défauts au niveau du véhicule parce qu'il y a de la boue ou de la neige sur le pare-choc et que le radar ne voit plus grand-chose. Alors, on va parler d'après-vente. Gilles Hernandez, on va expliquer peut-être plus en détail comment il faut faire aujourd'hui pour justement s'assurer que les capteurs soient bien recalibrés, que tout soit intègre lorsque le véhicule quitte l'atelier. Voilà. Alors, on a un petit peu couvert le sujet. On est très, très largement passé des assistants d'aide à la conduite de confort à des assistants sécuritaires. Tout ça poussé par des réglementations techniques. On a parlé des réglementations techniques européennes, mais également
par des volontés du consommateur, donc tout ce qui est Euro NCAP, etc. Il y a aussi des labels vis-à-vis des clients des véhicules pour avoir des véhicules de plus en plus sûrs. Donc les constructeurs se sont attachés à mettre de plus en plus d'assistants d'aide à la conduite dans les véhicules et à livrer des véhicules qui fonctionnent avec des freinages automatisés, etc. etc. Aujourd'hui, 7 ADAS, il me semble, dans les véhicules. 7, c'est ça? Obligatoire 7. Obligatoire 7 depuis l'année dernière. Maintenant, il faut s'assurer que tous ces systèmes fonctionnent dans toute la durée de vie du véhicule. Donc, on parlait de manière évidente de la réparation d'un impact en carrosserie. Donc là, c'est évident pour tout le monde. J'ai un impact en carrosserie, je remplace un pare-choc, je démonte un pare-choc, j'ai démonté un radar, je remonte un radar. Forcément, je vais penser à intervenir dessus. Maintenant, les deuxièmes aspects qui deviennent très importants, c'est la maintenance du véhicule. Il peut y avoir des opérations de maintenance où, classiquement, on a démonté une face avant pour faire une intervention sur de la climatisation, sur un système de refroidissement, etc. Et dans la pensée habituelle, on remonte et tout va bien se passer, mais c'est plus comme ça. Puisqu'à partir du moment où j'ai démonté, je remonte, j'ai changé la configuration du véhicule. Donc on connaît des situations où on n'a pas débranché les capteurs, on a gardé les fils de côté, on remet, la voiture n'a rien vu. La voiture n'a pas vu qu'elle a été démontée, donc tout va bien. Mais non, tout va pas bien se passer. Tout va bien se passer pour l'atelier, mais tout va pas forcément bien se passer pour le conducteur du véhicule lorsqu'il va rencontrer le premier sanglier en rentrant chez lui en forêt de Fontainebleau. Donc ce ne sera pas forcément la meilleure situation. Donc il faut vraiment beaucoup de sensibilisation au niveau des réparateurs, qu'une intervention sur un véhicule peut nécessiter une intervention sur les systèmes d'aide à la conduite, avec un recalibrage peut-être. Donc la première chose, c'est la sensibilisation, l'information, l'accès à de la donnée technique, accès à des manuels et des instructions de réparation constructeurs. Alors il y en a beaucoup qui sont très contraignantes, mais elles ne sont pas contraignantes juste pour le plaisir d'être contraignantes. Elles sont contraignantes parce que l'objectif, c'est que le véhicule, dans toute sa durée de vie, fonctionne de la même façon que lorsqu'il a quitté l'usine du constructeur au premier jour. Donc ça, c'est un aspect très très important. Alors sur le côté formation, Julien Mazan, évidemment, il faut se tourner vers cette communauté, lui apporter de l'information. Alors complètement, et puis je rebondis sur ce que vous disiez tout de suite. Effectivement, il y a une chose qu'on va mettre nous aussi bien en évidence, c'est que tout part d'un réglage de géométrie aussi. C'est que dans la maintenance, on devrait prévoir plus régulièrement, et c'est pas forcément ce qui est fait, un réglage de géométrie, puisque le véhicule, forcément, on va tout calibrer par rapport à où la voiture va naturellement par rapport à ses angles de géo. Donc le but, nous, effectivement, c'est vraiment de leur apporter déjà à quoi servent tous ces capteurs, quel fonctionnement pour quelle fonction, déjà, on leur rappelle tout ça. Et ensuite, l'objectif, c'est de leur donner, leur expliquer les moyens et les méthodes qu'ils ont, effectivement, parce qu'on a les méthodes constructeurs, mais aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup les équipementiers, justement, fournissent ces méthodes, et comment je fais bien une calibration et comment je m'assure qu'à la finalité des choses, voilà, j'ai respecté le cahier des charges du constructeur à l'origine, justement, sur ce véhicule-là, quoi. Alors, on va présenter un acteur qui s'appelle Digital Car, donc Jean-Christophe Canavisio, qui est par ailleurs adhérent de la Fédération française de carrosserie. Alors, on va montrer juste la slide de Digital Car et vous allez nous expliquer comment vous vous positionnez, vous, parce que vous avez un rôle particulier. Alors tout à fait, si vous voulez, on a démarré cette activité en 2018 avec La slide va première unité d'intervention dans le sud-ouest devant la nécessité qui commençait à être de notoriété commune de devoir recalibrer à la base une caméra de pare-brise suite au remplacement d'un pare-brise équipé. Je fais un petit clin d'œil à Carglass sans qui les choses auraient avancé plus lentement puisqu'effectivement vous aurez tous vu une publicité de Carglass à un moment donné qui recalibre votre caméra. Mais avec lequel? Julien de Carglass Parce qu'ils ont plusieurs prénoms, c'est pour ça. Donc. Non, c'est Cerise. C'est Cerise. C'est Groupama, non, Cerise? Bon, je plaisante. J'aurais pas dû vous interrompre. De cette nécessité de calibrer la caméra de pare-brise, en fait, elle relève du fait qu'effectivement le capteur a été déplacé, démonté, remonté. Il peut être au même endroit a priori, ça peut fonctionner a priori. Il peut ne pas y avoir de défaut sur le véhicule parce qu'effectivement, on n'a pas débranché, donc tout va bien et j'ai jamais eu de problème. Voilà le genre de discours auquel on est confronté au quotidien. Mais le calibrage est nécessaire, c'est une opération de contrôle qui fait partie des procédures constructeurs, qui est obligatoire et qui est le seul moyen de certifier que le système va fonctionner correctement. Donc démontage, remontage, égale calibrage. Tout le monde le sait pour le pare-brise. Mais la situation par rapport aux carrosseries notamment est encore très obscure, puisque je pense que nous, sur le terrain, on a donc 50 unités d'intervention partout en France. On intervient entre 24 et 48 heures dans les ateliers directement, avec des ateliers mobiles et différents outils de diagnostic et de calibrage. Aujourd'hui, je pense que 3 caméras de pare-brise sur 10 sont toujours pas calibrées et
un radar anti-collision dans une face avant de véhicule, après démontage, remontage, n'est toujours pas calibré non plus. Je pense qu'il faut commencer à se préoccuper. L'intervention ou la responsabilité est celle du réparateur tant qu'on n'est pas dans des procédures VE où l'expert est co-responsable. Et malheureusement, la plupart des collisions sur les faces avant où un démontage, remontage a lieu, si le véhicule va bien, qu'il n'y a pas de défaut, l'expert n'a rien dit. Je ne sais pas il faut former les experts aussi, certainement. Mais Je pense que ça serait une bonne idée. on est dans une situation un petit peu intermédiaire où on a entendu parler depuis quelques mois, notamment des histoires de freinage fantôme. Alors, on ne va pas mettre le doigt sur le calibrage, mais ça peut être une option. C'est une vraie question. Peut-être qu'il y a des défauts inhérents au capteur eux-mêmes, mais quand même, on peut se poser la question. Il y a certainement une partie de ces freinages fantômes qui sont dus à un défaut de calibrage initial, d'intégration peut-être. Bon, je crois qu'ils sont assez vigilants de ce côté-là. Tout à fait. Un défaut d'utilisateur sur le fonctionnement, effectivement, un conducteur qui se retrouve trop proche d'un camion devant, à un moment donné, la voiture elle va décider stop, on arrête, on freine, et c'est pas si fantôme que ça. Mais au vu de ce que nous rencontrons au quotidien sur le terrain, parce qu'avec 52 unités d'intervention, ça représente par camion 5 à 7 interventions par jour. Donc vous voyez, on commence à avoir un petit peu de volume. On ne peut que constater le fait que de nombreux véhicules repartent pas calibrés aujourd'hui sur le marché. Alors, ce serait dans mon intérêt, bien entendu, qu'ils repartent tous calibrés, on est là pour ça. Mais de façon plus générale, c'est quand même une préoccupation qui devrait aujourd'hui faire l'objet d'une certaine insistance de la part des donneurs d'ordre, à savoir assureurs, réparateurs et au milieu les experts qui devraient peut-être être plus vigilants. Mes amis les experts. Petite question pour Benazouz Bradaï, mais quand vous avez entendu parler de cette histoire de freinage fantôme, comment vous avez pris ça quand vous avez entendu ça aux actualités? Alors en fait, c'est une question un peu compliquée, mais je vais répondre. On a vu, comme tout le monde, dans les journaux, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de données qui nous permettent de savoir ce qui s'est passé exactement. Je sais qu'il y a une enquête actuellement par le gouvernement, donc on attend les résultats d'enquête. Mais ce que je sais, c'est que côté Valeo aujourd'hui, quand on développe des systèmes d'aide à la conduite, y compris les freinages d'urgence, il y a quand même des standards de safety SOTIF, pour les gens qui connaissent, de sécurité SOTIF qu'on respecte et qu'on a des validations, un process de validation vraiment rigoureux pour que on s'assure que le système ne va pas freiner sur des freinages, ce qu'on appelle fausses détections. Donc, on n'a à ce jour pas de retour côté Valeo comme quoi on a des systèmes qui sont impliqués. Et voilà, donc c'est plutôt la partie développement, design, validation qui nous permet de s'assurer que ces systèmes sont sûrs et qui ne vont pas surtout freiner quand il ne faut pas freiner. Alors bien sûr, même question pour Abla Steinmetz. Vous vous êtes dit, bon, allez, c'est un carrossier qui n'a pas mis la bonne couche de peinture sur la face avant. Mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'il y a différents stades de validation. Il y a une validation au niveau des matériaux, au niveau sous-système. Il y a une validation au niveau du capteur en lui-même ou des capteurs en eux-mêmes. Et chez le constructeur, il y a des validations sur le véhicule complet. Donc, quand les véhicules sont dans la rue, en règle générale, ils ont été qualifiés, validés moult fois par les différents équipementiers et par le constructeur. Donc, s'il y a des freinages fantômes, effectivement, il faut analyser la cause racine, mais ce n'est pas forcément je n'ai pas donné la conclusion, mais je serais très étonnée que ce soit lié à un défaut de qualité de fabrication. Monsieur Canavesio, il y a une question que je me pose, je ne sais plus si c'est vous qui m'avez dit ça, mais est-ce qu'il arrive que des réparateurs puissent dire « oui, j'ai recalibré », mais qu'ils ne l'aient pas fait, et même qu'ils aient facturé cette opération? C'est malheureux à dire, mais ça existe. C'est-à-dire qu'on est confronté, nous, au quotidien, à des réparateurs qui ne recalibrent pas. On sait que c'est facturé, on le sait. On a eu on va pas faire de la délation, mais là aussi, je pense que ça relève de la responsabilité des experts, des assureurs, de devoir vérifier que le travail est bien effectué. Je pense que tous les acteurs ont aujourd'hui des outils multiples pour pouvoir faire ces vérifications. Autant il y a quelques années, vous ne saviez pas si sur un Nissan Qashqai, il y avait une caméra ou pas, s'il fallait la recalibrer ou pas. Autant si on prend l'exemple d'un des véhicules les plus vendus sur le marché, la Clio 5, si on prend l'exemple de tous les pare-brises remplacés l'année dernière sur les Clio 5, combien ont été recalibrés? Et vous aurez une idée de ce qui est fait sur le marché.
Parce qu'aujourd'hui, bon, ok, on sait que c'est pas forcément fait que beaucoup de, j'allais dire, Ça reste anecdotique, bien entendu. ça reste anecdotique, voilà. Mais par contre, la vraie question, c'est, imaginons qu'il y a un accident, qu'il y ait une recherche de responsabilité. Du coup, est-ce qu'on peut aller jusqu'au réparateur pour voir l'historique des voitures, en fait? Alors, je souhaite une fois de plus que ça arrive le moins du monde, mais dans n'importe quel cas d'accident où il y ait éventuellement du corporel, il va y avoir une recherche de responsabilité. Et on va venir rechercher l'antériorité, les réparations effectuées, et il y a une responsabilité du dernier intervenant. Donc sur la partie calibrage, en fonction des opérations qui ont été faites, si c'est un pare-brise remplacé ou pas, est-ce que le calibrage a été fait? Nous, à chaque fois qu'on fait un calibrage, et les outils comme ceux d'Ela Gutmann permettent d'avoir un rapport de calibrage qui certifie que le véhicule a bien été remis en conformité. Donc ce document-là, nous, on le remet à chaque intervention. Et comme je disais, en termes de contrôle, peut-être que ce serait nécessaire au niveau assurance expert de s'assurer que le document fasse partie du dossier de réparation au même titre qu'on demande un contrôle technique dans une opération VE. Alors, vous parlez effectivement des assureurs, donc ils ont un rôle, donc ils pourraient avoir un rôle de prescription, jouer un rôle de levier quelque part. Je pense qu'il y a un délai de prise en compte de ce que constituent les ADAS. Tous autour de la table, on y est sensibilisés parce que c'est notre métier, ça fait partie de notre quotidien. Mais au niveau de ce qui se passe sur l'aftermarket et de ce qui doit être fait, pas fait, effectivement, il y a un rôle de préconisateur de la part de celui qui paye les réparations et qui en plus doit s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs parce que les ADAS, l'air de rien, permettent de diminuer la sensibilité. On parlait des freinages fantômes, effectivement, les constructeurs développent des dispositifs qui sont pas infaillibles, mais les tests qui sont effectués par les constructeurs avant d'effectivement de mettre un véhicule sur la route ne peuvent que révéler le fait que les dispositifs sont opérationnels et à 99,9999%, je ne sais pas à combien, mais beaucoup. On parlait de peut-être former les experts. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra envisager d'après vous? Alors, je ne veux pas être juge de leur formation. Je pense qu'ils sont formés parce qu'ils ont des organismes de formation aussi qui. Voilà, et je pense qu'ils ont pris ce point-là voilà, avec grande importance. Pourtant, je pense qu'ils ont un vrai rôle, effectivement, c'est d'influencer les réparateurs et de leur communiquer et de demander ce fameux rapport. Effectivement, tous les outils aujourd'hui permettent d'établir un rapport lorsqu'on a fait une calibration. Et l'objectif, c'est qu'ils devraient demander à chaque réparateur. Déjà, ils ne devraient pas. Aujourd'hui, il y a des réparateurs qui n'ont pas de matériel pour faire de la calibration aujourd'hui et qui pour autant font de la carrosserie et Comment ressortent des ils voitures. n'ont pas acheté du Ella Gutmann? Il en reste malheureusement. Donc venez Heureusement, vous faites moins 30 pendant le salon. Tout Hein. à fait. Venez au hall 1, stand F 076, on a les offres salon. Non mais blague à part. Bah, c'est ce que j'ai entendu. Non, effectivement, c'est un élément essentiel. Le calibrage, on en parlait, c'est venu par le vitrier, par le fait de démonter, remonter des caméras. Aujourd'hui, la calibration en atelier par des professionnels permet justement de pallier à ça. Je suis réparateur indépendant, j'ai des cas très disparates, ça m'arrive de temps en temps, j'ai pas forcément la volonté de m'équiper, je peux faire appel à des professionnels qui eux sont équipés avec du matériel professionnel, viennent dans un environnement professionnel et on parle pas de faire des calibrages sur des parkings de supermarchés, on parle de travail B2B de professionnels pour des professionnels. Donc ça c'est vraiment de la prestation qui est très très intéressante. Une fois que le réparateur déclenche cette procédure, dit attention, il faut que je calibre quelque chose, je vais me faire assister par un professionnel parce que moi-même je ne sais pas faire, moi-même je ne suis pas équipé. Et on parlait de compte rendu, en fait c'est un des nerfs de la guerre aujourd'hui. Et ce que de plus en plus d'assureurs demandent, c'est des preuves tangibles d'un travail de calibrage qui a été effectué. Mais qu'est-ce que c'est une preuve tangible d'un travail de calibrage qui a été effectué? C'est moi qui écris sur un bout de papier, j'ai effectué le calibrage, merci, tout va bien. Aujourd'hui, on s'affranchit de ça de plus en plus avec l'appareil qu'on présente juste de l'autre côté là-bas, avec un appareil qui va documenter la scène au moment du calibrage. Pourquoi? Je vais parler sous les yeux de l'expert. Il y a de plus en plus de véhicules qui fonctionnent ce qu'on va appeler en boucle ouverte. C'est-à-dire que je vais mettre une scène de différentes cibles autour de mon véhicule et je vais dire à mon véhicule, maintenant calibre-toi. Mais le véhicule ne va jamais répondre. Il va jamais répondre, je suis bien calibré, je vais bien, tout va bien, tout fonctionne bien. Le véhicule, il fonctionne en boucle ouverte. Il a reçu une consigne de se calibrer, il se recalibre, mais il ne va pas dire s'il fonctionne bien. Vous le verrez si vous rentrez dans le camion qui déboîte devant vous sur l'autoroute ou s'il fait un freinage d'urgence. Là, vous verrez que ça a bien fonctionné, mais souvent, c'est trop tard. Donc, en fait, pour pallier à ça, nous, ce qu'on a choisi comme stratégie, c'est de documenter la scène de calibrage. Et donc de s'assurer que voilà, le véhicule à telle et telle heure, à telle et telle date, était dans cette configuration, telle et telle cible était affichée devant le véhicule, tel et tel dévoilage a été fait pour s'assurer de la géométrie du véhicule.
Et à ce moment-là, le technicien XY, avec son compte utilisateur, avec son accréditation CERMI, CERMA, etc., a pressé sur le bouton calibrage dans une scène qui était connue Donc il y et a une trace enregistrée. numérique alors. Il y a une trace numérique, il y a une chaîne de responsabilité qui est clairement établie, il y a un professionnel qui endorse sa responsabilité complète en disant oui, j'ai appuyé sur le bouton de calibrage, mais j'avais mis en place toute la configuration qui faisait que le véhicule était à même de se calibrer. Ensuite, ça peut partir dans d'autres chaînes de responsabilité. Merci Gilles. Alors on a parlé de face avant, mais à Blasteinmetz, il y a les faces arrière aussi, parce que demain, il y aura par exemple des LED, des petits messages qui vont s'écrire Alors sur à les l'arrière faces, par exemple. alors sur les faces arrière, sur les pare-chocs arrière, il y a également des capteurs, naturellement, Forcément. capteurs ultrasons, radars, etc. Sur les ouvrants, effectivement, on voit de plus en plus des panneaux éclairés. Alors aujourd'hui, c'est plutôt du design. On utilise des LED ou des mini LED parfois pour pouvoir en faire un panneau de communication. Et ce panneau de communication permet de donner l'information à l'environnement du véhicule de ce qui se passe en termes de sécurité ou même parfois en termes de communication tout court. Alors ça, c'est à venir. C'est pas encore sur le marché en Europe. Ça l'est en Asie. Ça l'est en Chine parce que la réglementation le permet. Donc il y a Ah bah, pas ça mal. y est, ils ont commencé déjà la soirée. Il y a pas mal de développement de nouvelles technologies type écran de communication sur les véhicules qui sont intégrés. À l'arrière, ça a du sens. Maintenant, je ne pense pas qu'un véhicule soit complètement équipé de panneaux digitaux. C'est pas possible pour des raisons économiques et réglementaires et environnementales. Bien, en tout cas, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question sur l'impact des ADAS en matière de carrosserie. Je propose qu'on continue sur le thème de la voiture autonome, parce que c'est le prolongement finalement, parce que vous aurez aussi à gérer des voitures autonomes en atelier prochainement. Je propose qu'on regarde la vidéo, on va mettre le son assez fort, parce que pour faire concurrence à ceux qui font la fête à côté. On va regarder en fait la vidéo du prototype Drive for You de Valeo. Alors, ce sont des images qui datent de 2018 et j'ai eu l'occasion de rouler dans ce concept. Et vous occupiez d'ailleurs à l'époque de ce projet, je crois. Oui, j'étais chef de projet à ce moment-là. Oui. Alors ça, c'est un véhicule de ce qu'on appelle niveau 4, c'est-à-dire en fait ce qui est destiné à être un robot taxi. Donc, vous définissez la destination et le véhicule fait tout, vous pouvez faire autre chose. Je voudrais quand même clarifier un aspect classification niveau 2, 3, 4, parce qu'il y a plusieurs systèmes qu'on voit arriver sur le marché qui sont de ce qu'on appelle niveau 2, c'est-à-dire le conducteur reste responsable de la tâche de la conduite, mais qui sont de plus en plus avancés, ce qu'on appelle les L2, L2+, ou L2 avancés. Selon la réglementation, aujourd'hui, le conducteur reste responsable. Ça, c'est le niveau 2. Et on voit, ça c'est surtout une forte tendance en Chine. Comme il n'y a pas de cadre légal actuellement pour le L3 et L4 en Chine, les constructeurs travaillent de plus en plus sur des systèmes L2 où le conducteur reste responsable de la tâche de conduite et qui peuvent aller d'un point A à un point B, mais avec potentiellement quelques reprises en main. Parce que, comme je l'ai dit, le conducteur reste responsable de la tâche de conduite. Ces véhicules, on a parlé de capteurs tout à l'heure, on voit même sur des véhicules niveau 2 en Chine, ils ont même de 1 à 3 lidars, en plus de 5 radars et 11 à 13 caméras. Donc on est sur quand même... Imaginez la responsabilité du réparateur lorsqu'il doit accueillir ça. Oui, c'est ça. Bon courage pour les réparateurs. Mais je pense que
Je pense qu'il y a, en termes de réparabilité, etc., il y a aussi des choses qui se préparent, hein. J'avais oublié d'en parler tout à l'heure, mais on a aussi des caméras qui peuvent s'auto-calibrer, c'est-à-dire je détecte que la caméra a bougé jusqu'à une certaine tolérance, en fait. J'ai moi-même un brevet d'invention sur l'autocalibrage de caméra. Je peux détecter que la caméra a bougé. La caméra elle va définir les nouveaux paramètres de calibration, elle va les mettre à jour et ça va continuer à tourner. Sur les aspects caméra, mais il y a aussi d'autres types d'autocalibrage de capteurs qui permettent aussi au système de continuer à fonctionner. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autodiagnostic, c'est-à-dire la caméra elle peut aussi détecter qu'il y a de la saleté, par exemple de la boue ou qu'il y a quelque chose qui cache une occlusion par rapport à la caméra. Elle peut le détecter, elle peut signaler au système le calculateur intelligent qui va par exemple, envoyer un message en disant il faut nettoyer la caméra ou déclencher complètement l'auto-nettoyage dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je reviens sur il y a un niveau 2, le conducteur reste responsable de la tâche de conduite. À partir du niveau 3, c'est le système qui est responsable. Et pour cette responsabilité-là, il y a pas mal de choses à faire au niveau de la sécurité et de la redondance. Donc, plus on monte dans l'automatisation, plus on a besoin de redondance. Et je pense qu'Abla, on en a parlé tout à l'heure, le LIDAR, c'est vraiment quasiment obligatoire pour le niveau 3, parce qu'à partir du niveau 3, on a une obligation d'avoir, enfin, c'est les études de safety qu'on a fait, hein, d'avoir une triple redondance en termes de technologie de capteur. Ce n'est pas parce que j'ai mis 3 capteurs du même type radar que je vais résoudre ce problème-là. Pourquoi? Pour éviter ce qu'on appelle le mode commun d'erreur. Si je mets 2 caméras différentes, ça s'apparente à de la redondance, mais ce n'est pas de la vraie redondance parce que s'il y a le soleil en face, c'est ce qu'on appelle le mode commun. Les 2 capteurs vont avoir la même problématique, donc du coup, on va avoir un problème au niveau de la safety. Donc, on a cet aspect de redondance qui est obligatoire, une triple redondance en termes de technologie de capteur pour le niveau 3 et tout un mécanisme de safety qui se repose sur un système principal et un système, ce qu'on appelle le fallback, qui va prendre le relais si jamais il y a une défaillance au niveau d'un des capteurs ou si on a détecté qu'un des capteurs n'est pas bien calibré, etc. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de robotaxis en Chine. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Bon, bien sûr, on peut imaginer qu'il y a une volonté politique de pousser la technologie, mais c'est dû aussi à la réglementation qui est différente. Alors, c'est une très bonne question pour la Chine. La Chine, il n'y a pas de cadre réglementaire aujourd'hui pour le L3. C'est en cours. Ça va venir dans les années à venir. Aujourd'hui, en Chine, les seuls programmes L3, c'est des programmes pilotes dans quelques villes hein, comme Beijing, Wuhan, Shenzhen et Shanghai. J'en ai testé quelques-uns il n'y a pas longtemps. Ces véhicules sont avec des autorisations au niveau local, c'est-à-dire avec Ce sont les provinces, en fait. Ouais. Voilà, c'est des provinces qui donnent l'autorisation avec des zones prédéfinies aussi pour les démonstrations. C'est-à-dire on ne peut pas aller partout, c'est des zones prédéfinies. Et ça va leur permettre un peu d'évaluer, d'expérimenter pour préparer le cadre réglementaire, etc. Contrairement à l'Europe qui, en termes de réglementation, on est bien avancé. C'est-à-dire pour le niveau 3, on a la réglementation UN R157 qui s'appelle ALKS pour Automated Lane Keeping System et qui a permis justement d'avoir des véhicules 3 de Mercedes et de BMW qui roulent. Alors juste un clin d'œil pour Mercedes, c'est avec Valeo que ça a été fait, donc quand même, il faut le dire. Le L3, aujourd'hui, il y en a les niveaux 3 en Europe, en Allemagne, en République tchèque, la réglementation est en train d'être adaptée pour avoir des nouveaux véhicules niveau 3. Le niveau 4 est aussi réglementé en Europe avec ce qu'on appelle le ADS Act. Donc, on a toute la réglementation. En Chine, il n'y a pas la réglementation, mais il y a de la préparation pour le futur du L3, L4 à travers des programmes pilotes. C'est aussi peut-être parce qu'ils veulent sauter une marche. Justement, je pense que si on revient sur le L2 avancé, c'est-à-dire le conducteur reste responsable de la tâche de conduite, on a de plus en plus de fonctionnalités au-delà de centrage dans la voie et régulateur adaptatif, s'arrêter au feu, tourner à droite, tourner à gauche, gérer un rond-point, etc. Ces systèmes-là, ils exploitent quand même pas mal de capteurs, mais c'est une sorte de préparation
pour le L3 une fois le cadre réglementaire est là. Et on voit vraiment une course qui est engagée en Chine par rapport à ça. Et on voit que, par exemple, même des véhicules comme BYD, ils proposent des systèmes, déjà sur tous leurs véhicules, un système d'aide à la conduite avancée, parce qu'il y a aussi un aspect important dans ça, c'est d'avoir aussi les données pour pouvoir préparer la suite, une fois la réglementation sera en place. Merci pour ces éclairages. Alors, je précise que Benazouz Brada, il fait aussi partie du collège d'experts du Conseil national de la sécurité routière. Alors, ça sera peut-être l'occasion de faire comprendre à cette administration que la technologie joue un rôle important pour la réduction d'accidents. Merci. Merci à Benazouz Brada et à tous les intervenants, donc M. Canavesio, Julien Mazan, Abla Steinmetz et Gilles Hernandez. Merci à vous. Merci à tous.